Dominique Médard, vous êtes spécialiste des politiques sociales, du travail et des indicateurs de richesse. Vous êtes professeur de sociologie à Dauphine et titulaire de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi, politique sociale au Collège d'études mondiales. Parmi vos derniers livres, La mystique de la croissance, comment s'en libérer, et avec d'autres collègues, vous avez publié Travailler au XXIe siècle, des salariés en quête de reconnaissance. Alors, on vient de pointer cette contradiction entre ce qu'indiquent les rapports, et notamment celui du GIEC, et ce que nous faisons, entre d'un côté cette crise économique, sociale, et puis qui exigerait, selon notamment le gouvernement, de la croissance, et la crise écologique de l'autre, qui exige sans doute moins de croissance. Comment vous expliquez cette contradiction? Elle naît où et quand? Justement, ce qu'a dit, je ne sais pas si ça marche, oui, ça marche bien. Ce qu'a dit Valérie en pointant les activités humaines, ça me semble très important parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle activité humaine, c'est pas de la danse, de la promenade, de la rencontre amicale, c'est une activité bien particulière qui est née en effet au moment de la révolution industrielle où les activités humaines ont été décuplées. Et c'est ces activités de production qui consistent à mettre en quelque sorte les données naturelles en forme pour notre usage, qui a pris des formes extrêmement intenses, je dirais, et assez particulières. Donc je pense qu'en effet, il faut remonter assez haut. Valérie a parlé d'anthropocène. Souvent, en effet, on date le premier moment où ça devient... les activités humaines commencent à pouvoir dégrader le climat. On date ça du XVIIIe siècle, notamment parce que le XVIIIe siècle, c'est celui où on commence à penser l'importance de la production, la nécessité de la production, avec par exemple ce philosophe économiste Adam Smith, qui nous explique dans ses principaux livres pourquoi il faut produire le plus possible, mettre tous les oisifs en quelque sorte au travail, avec cette idée que l'abondance se répandra jusqu'aux dernières couches du peuple. Et puis à partir du XVIIIe, on a quand même toute cette vision philosophique dans laquelle la production et la consommation sont vraiment des actes de civilisation. C'est-à-dire la production, c'est une manière de transformer le monde, et la consommation aussi. La consommation, c'est une manière de... Il y a un économiste qui explique que la consommation, ça nous permet de passer de l'état de brut, de bête, à l'état de civilisé. Donc, voilà, alors comment on fait? On le fait avec la révolution industrielle en allant utiliser beaucoup d'énergie, de grandes quantités d'énergie qui nous permettent de démultiplier notre action sur le monde. Et évidemment, ça va produire, ces dégâts dont on a parlé Valérie. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la forme de la courbe de production des gaz à effet de serre et puis la courbe de la croissance du produit intérieur brut mondial, c'est la même. Donc il y a actuellement un lien qui part bien de 1850, du milieu du 19e siècle, de la révolution industrielle, vraiment des courbes identiques entre les émissions de gaz à effet de serre et la croissance. Donc un type de croissance, peut-être que ce n'est pas la croissance, mais en tout cas un type de croissance qui est producteur de gaz à effet de serre. Et il me semble que ce qui est évidemment très ennuyeux, c'est qu'on s'est habitué à ces taux de croissance, qu'on en est venu à considérer que la croissance équivalait au progrès. Plus mon taux de croissance est important, plus nous sommes des sociétés en progrès. Alors c'est vrai que la croissance nous a permis d'améliorer considérablement le niveau de vie, d'avoir des progrès en matière de santé, d'hygiène, d'éducation absolument immenses. Mais je crois que ce que nous montre cette affaire de changement climatique aujourd'hui, c'est que la croissance n'a pas amené que des bienfaits, mais aussi des maux. Ça, c'est très compliqué à penser, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'à un moment, on puisse s'arracher de ce système, qu'on puisse s'arracher au dogme de la croissance et à ce confort, d'une certaine manière, qu'on a eu, à penser qu'il nous faudrait toujours plus de croissance, que ce serait bon pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut non seulement revisiter, repenser tout notre système de production énergétique, mais aussi, je pense, toutes les
nos catégories dans lesquelles aller vite, produire efficacement, produire le plus possible, avoir des gros taux de croissance, ne pas avoir de limites, c'est bien. C'est tout ça dont il va falloir se déshabituer, et se déshabituer de ce vaudor de la croissance. Alors justement, on sait que l'indicateur de référence aujourd'hui, c'est le PIB. Oui. Quelle nouvelle boussole, si on va s'y détacher? Ah, mais ça, c'est compliqué. Hein. Alors, c'est le PIB. C'est le PIB depuis pas longtemps. J'ai dit que c'était depuis le XVIIIe siècle l'importance de la production, mais le PIB lui-même, c'est tout jeune, d'une certaine manière, puisque là, un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une convention qu'on a adoptée, et c'est aujourd'hui une convention qui est universelle. Ça, c'est très intéressant. Hein. Le dernier système de comptabilité nationale, qui date de 2008, est co-signé par les 5 plus grandes organisations internationales, le CCE, la Banque mondiale, le FMI, et cette Bible, en quelque sorte, dit qu'il faut que tous les pays utilisent le produit intérieur brut et la manière de le construire. Et donc, vous voyez que c'est en même temps un instrument et c'est une norme. Et c'est une norme avec un jugement, une évaluation derrière, on dit que c'est bien. Et donc, il faut avoir le plus gros taux de croissance possible. Peut-être un mot avant de dire pourquoi il faut changer de boussole. Parce que c'est quelque chose en quelque sorte, les inventeurs eux-mêmes du produit intérieur brut savaient qu'ils n'avaient pas un bon instrument, mais on l'a oublié. Hein. Et dans l'usage qu'on en fait au quotidien, on ne fait pas attention au fait que c'est une convention qui atteint la limite. Je rappelle juste ces limites-là. Donc si on assimile la richesse de nos sociétés au PIB, ça veut dire qu'on compte pour zéro des tas d'activités hyper importantes, par exemple celles qu'on fait en ce moment, des activités politiques, des activités familiales, amicales, citoyennes, qui apportent énormément de choses aux individus et aux sociétés. Donc elles comptent pour zéro. Et si elles comptent pour zéro, ça veut dire aussi que si elles disparaissaient complètement, personne ne s'en apercevrait, ou du moins notre PIB n'en serait pas affecté. C'est un indicateur qui, d'une certaine manière, n'est pas non plus affecté par les différences dans les consommations et dans la production. Par exemple, vous allez avoir un pays où un tout petit pourcentage de personnes consomment énormément et les autres pas beaucoup, et le PIB n'en est pas vraiment affecté. Et puis surtout, bien sûr, notre PIB, il ne nous dit pas du tout, il ne regarde pas comment est affecté, je dirais, les patrimoines que l'on utilise pour faire la production. Le patrimoine naturel, bien sûr, c'est-à-dire on augmente les valeurs ajoutées, c'est elles qu'on compte. On ne va pas regarder ce que deviennent nos forêts, la qualité de notre air, la qualité de notre eau, etc. Il n'y a pas une petite semaine qui nous attention là, vous avez dépassé un seuil. Et puis notre santé sociale, la qualité de notre travail, la qualité de vie, etc., etc. Donc pour toutes ces raisons, qui avaient fini par mettre en évidence la Commission Stiglitz en 2008, on peut se dire qu'en effet, une des premières choses à faire, ça serait de se doter d'autres indicateurs. Alors la petite note d'actualité, c'est que une députée verte, Eva Sas, qui a apporté cette proposition à l'Assemblée, que ça a été adopté. Et donc aujourd'hui, il y a bien maintenant une loi qui dit que nous devrons débattre au Parlement chaque année de la situation de la France, non seulement sur la base du PIB, mais aussi d'autres indicateurs. Et cette batterie d'indicateurs est en train d'être choisie en ce moment par France Stratégie et le Conseil économique, social et environnemental. Mais, et peut-être on y reviendra dans la discussion, derrière le choix d'indicateurs, il y a des visions du monde extrêmement différentes. Vous avez des indicateurs comme l'épargne nette ajustée, qui est un indicateur qui est porté par la Banque mondiale, qui est extrêmement dangereux, parce qu'en gros, qui consiste à mélanger différents types de capitaux, et je vais droit au but, à dire que finalement, on pourrait détruire notre capital naturel si on avait suffisamment de capital humain. Et donc, ça consiste à dire simplement qu'on pourrait remplacer notre capital naturel par un capital artificiel. L'essentiel étant que ce capital artificiel nous donne les mêmes doses de satisfaction que le capital naturel. Donc, il y a des visions du monde extrêmement différentes derrière ces choix d'indicateurs. Alors, en ce moment, on voit notamment au Royaume-Uni, je l'évoquais tout à l'heure, on a des syndicats qui s'allient avec des organisations écologistes pour encourager la création d'1 million d'emplois
renouvelables, les transports, la rénovation des bâtiments. Plus récemment, en France, le collectif altermondialiste BICI, dans le Pays Basque Nord, a publié une étude selon laquelle plus de 10 000 emplois pourraient être créés pour le seul Pays Basque dans le domaine énergétique. Est-ce que vous y croyez? Et puis, il y a une autre question aussi qui m'interroge, c'est la reconversion aussi de ces ouvriers, d'hommes, de femmes. Voilà, comment percevez-vous ces mutations? Quels impacts à l'échelle individuelle et au-delà? Alors, je pense que là, en effet, la question de l'emploi est tout à fait centrale parce qu'elle peut constituer un obstacle à l'entrée dans la reconversion écologique ou à la transition. Parce que si les personnes se disent que la transition écologique ou énergétique va supprimer des emplois ou va être mauvaise pour l'emploi, alors là, on aura vraiment un énorme travail de conviction à faire. Donc je pense que c'est très important de montrer que la question sociale et la question de la transition écologique, non seulement elles doivent être traitées en même temps, mais qu'on peut mettre l'une au service de l'autre. Donc vraiment se focaliser sur cette question d'emploi. Si jamais ça vous intéresse, on a fait dans le cadre de ma chaire un gros débat là-dessus, transition écologique et emploi. On a passé toute une journée à discuter de ce sujet avec une introduction que j'avais demandé à Jean Gadret de faire. Donc vous trouvez sur le site du Collège d'études mondiales et de la chaire toute la totalité de cette journée qui a été enregistrée. Où Jean Gadret développe ses idées. À mon avis, c'est en France la personne qui a plus avancé sur ces réflexions, et il montre, lui, comment on pourrait créer c'est comme ça que ça s'intitule aussi sur son blog, des millions d'emplois durables si on s'y prenait bien et si on allait vers cette transition écologique bien pensée. Ce que vous dites sur l'alliance des syndicats et des organisations au Royaume-Uni, c'est très important parce qu'on voit bien qu'il faut arriver à une coalition entre différents acteurs et notamment mettre les syndicats de notre côté, précisément pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour que les syndicats, protégeant les salariés et ayant des formes d'emploi, ne partent pas d'un côté. Donc il faut former des coalitions et d'ailleurs la Confédération syndicale internationale, elle est en faveur de ce type de transition. Elle appelle ça une transition juste, c'est-à-dire une transition qui ferait tout à fait attention, comme disait Valérie tout à l'heure, aux plus pauvres, à ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi et qui les ramènerait vraiment dans l'emploi. Et justement, si on met au centre de réflexion cette question d'emploi, on voit bien que oui, il y a des gisements d'emploi. Alors vous les avez cités, dans la rénovation thermique des bâtiments, dans le développement de transports en commun, dans le verdissement des processus industriels, dans l'agroécologie, dans évidemment la production des énergies renouvelables. Et en France, c'est Philippe Quirion qui a calculé le nombre d'emplois que l'on pourrait obtenir si on suivait le scénario de mégawatt. Vous savez, c'est un scénario qui se projette à 2020 et 2030, et il a essayé de calculer le nombre d'emplois que ce scénario mégawatt, qui est un scénario qui permet à la fois de sortir du nucléaire et de développer considérablement les énergies renouvelables, ce que ça produirait. Et il arrive à des chiffres tout à fait intéressants, entre 200 000 et 600 000 emplois, à quoi Gadret ajoute, lui, d'autres choses. Et il me semble qu'il faut à la fois raisonner sur l'emploi, sur la quantité d'emploi, mais également sur le travail. La qualité du travail et l'idée que là, on tiendrait peut-être aussi une occasion de désintensifier le travail. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est confronté à deux problèmes. Le problème du chômage, monstrueux, que j'avais dit tout à l'heure, et le problème de l'intensification du travail. Vous avez vu, on parle du burn-out, de la possibilité de faire reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle. Mais donc là, l'idée, c'est que si on faisait une production plus propre, écologiquement et socialement, ça nécessiterait un plus grand volume de travail, que ce plus grand volume de travail, on pourrait le répartir sur un plus grand nombre de personnes, qu'on pourrait ajouter là-dessus une petite dose quand même de partage du travail, c'est-à-dire peut-être une étape supplémentaire dans la réduction du temps de travail,
travail, la prise en compte non seulement des besoins environnementaux, mais aussi des besoins sociaux essentiels, et que là, on tiendrait quand même quelque chose où il y aurait, oui, beaucoup d'emplois. Alors évidemment, après, il faut regarder, ce que disent les économistes, le bouclage macroéconomique. Est-ce qu'on peut le faire sans faire exploser les déficits publics, donc en rentrant dans les critères de Maastricht? Voilà, ça suppose sans doute de revoir un certain nombre d'éléments de la configuration institutionnelle dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Parce que souvent, un exemple qui revient, c'est la question de la reconversion du secteur automobile vers des secteurs comme le ferroviaire ou les transports en commun. Comment imaginer, à l'échelle de l'humain, cette transformation n'est pas une machine, c'est pas simple de passer d'un secteur à l'autre comme celui-là. Ça pose un certain nombre de questions quand même. Oui, ça pose d'autant plus de questions, ça pose des questions sur l'ensemble de notre système. Parce que déjà aujourd'hui, on n'arrive pas à les faire, ces restructurations ou ces reconversions, on n'arrive pas à les faire proprement. Et quand on fait des restructurations, très souvent, il y a quand même énormément de gens qui sont laissés sur le côté, notamment les seniors, les gens qui ont été les moins formés tout au long de leur carrière. Là, ça serait à la puissance 10. C'est-à-dire qu'en effet, ça veut dire qu'il faut assez vite, comme le disait Valérie, fermer un certain nombre de secteurs, les secteurs qui sont les plus producteurs de gaz à effet de serre, et ouvrir d'autres secteurs. Alors, il faut organiser le transfert de main-d'œuvre d'un secteur à un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire une prospective, sans doute de la planification, il faut planifier la manière dont on va pouvoir mettre certaines personnes et les faire migrer d'un secteur à un autre. Ça ne veut pas dire nécessairement les reformer entièrement, souvent il faut juste ajuster des petits modèles de compétences, mais quand on voit comment la formation professionnelle est faite aujourd'hui, moi par exemple je suis au conseil d'orientation de l'AFPA c'est une très belle maison qui normalement est spécialisée dans la formation des chômeurs. L'AFPA est tombée dans la législation européenne sur les aides, et maintenant la formation professionnelle rentre dans ce qui est soumis à la concurrence, donc c'est devenu un marché concurrentiel, donc l'AFPA se fait tailler des croupières par des petites boîtes qui proposent des formations souvent pas aussi bonnes. Bref, tous les dysfonctionnements de notre système actuel vont être aggravés évidemment par une conversion de cette ampleur. Ça veut dire que vraiment là, il faudrait qu'on accepte d'y mettre les moyens pour que ça ne soit pas toutes les personnes des secteurs qu'il faut abandonner qui se retrouvent en effet du jour au lendemain au chômage. Et bien sûr que c'est ça que les gens veulent. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment faire des schémas de reconversion en s'assurant que tout est bien planifié. Il y a eu ça, par exemple, au niveau européen, il y a eu un truc qui s'appelle le fonds d'aide à la mondialisation, qui était censé aider les grandes entreprises qui se restructuraient du fait de la mondialisation. C'est quelque chose qui a extrêmement plu. Parce que comme d'habitude, on a voulu faire des économies, donc on a fermé les verrous et presque personne n'a pu en profiter. Donc là, on voit bien qu'il faudrait des fonds énormes et une très bonne ingénierie pour organiser ces reconversions. Alors je vois que c'est actif du côté des post-it, mais j'aimerais seulement une dernière question et puis je veux bien que vous nous transmettiez les questions. Quelle différence vous faites entre ce nouveau modèle que vous venez d'évoquer de désintensification du travail et puisque les gouvernements appellent la croissance verte? Où se situent les principales Je crains que la croissance verte, ça ne suffise pas, parce que derrière l'idée de croissance verte, il y a la représentation qu'on va continuer à avoir de la croissance, mais sans les inconvénients de la croissance, donc sans une production de déchets, de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre semblable à celle qu'on connaît aujourd'hui. Dans les travaux que j'ai lus, il est indiqué que, sauf à avoir une injection énorme de progrès technologiques comme on n'a encore jamais connu, ça n'est pas possible.
Il me semble que pour l'instant, et puis je reviens aux travaux là, du Bombardier qui a publié le dernier rapport au Club de Rome, c'est un chimiste spécialiste des minerais. Donc voilà, il montre comment on va avoir des pics sur les minerais et que toute notre société développée vit sur un certain nombre de minerais très rares. Et comment ces minerais en fait vont atteindre leur limite. Et il montre aussi comment on ne peut pas, le recyclage n'est pas une solution complète, on peut recycler, mais ça ne suffira pas, et comment il n'y a pas de substitut pour tous les produits. C'est-à-dire qu'il y a bien des minerais absolument nécessaires pour lesquels il n'y a pas de substitut. Or, vous savez que les économistes, ils vivent sur cette idée qu'il y aura toujours un substitut. C'est la règle de Greening ou les travaux de Solow qui nous disent que lorsque une ressource vient à manquer, son prix monte, donc on va faire d'autres recherches pour trouver un autre produit, on va trouver cet autre produit et tout ira bien. Ce que disent les chimistes ou les spécialistes des sciences naturelles, c'est que non, il n'y a pas de substitut pour tout. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on reconceptualise entièrement notre système de production. Et ce que dit Bardi, c'est que ce qu'il faut absolument, c'est pas se retrouver dans un trou noir à un moment, sans possibilité d'avoir accès à une technologie classique, donc pas une rupture on ne puisse plus produire d'électricité. Donc lui, ce qu'il dit, c'est mettons tous les investissements possibles sur l'éolien et le solaire, de manière à pouvoir produire, même si c'est un peu moins confortable, parce qu'il y aura des intermittences, mais ce qui nous permettra au moins de conserver nos avancées technologiques et de continuer à vivre. Sinon, dit-il, on pourrait très bien, là, pour vivre un véritable retour en arrière. Un retour au Moyen-Âge où on n'aurait plus du tout les moyens, par manque d'électricité, d'utiliser nos technologies. Il me semble, moi je ne suis pas une spécialiste, mais ce que je lis me semble montrer que la croissance verte, ça ne suffit pas pour s'en sortir. Bien joué.